Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire La Fusée. Je crois que c'est le 32 ou 33e édition de nos webinaires, donc ça commence à faire. Aujourd'hui, on est ensemble pendant une heure pour parler de Google Ads et d'un des sujets de l'heure, l'IA, puisque évidemment, comme beaucoup d'éléments dans le marketing numérique, Google Ads est fortement impacté par l'évolution en cours relative à l'arrivée de l'intelligence artificielle dans nos vies. Et donc aujourd'hui, avec Marek, que j'ai la chance d'avoir avec moi, on va essayer de démystifier tout ça et puis de voir un petit peu comment, dans la plateforme de pub la plus populaire du monde, l'IA se fait progressivement une place qui est là pour rester et comment ça a un impact sur la performance de vos campagnes et de vos comptes publicitaires. Donc c'est parti. Pour commencer, on va passer aux présentations déjà. Je vais passer la slide. Moi, je suis Clément, je suis un des fondateurs et du centre de formation La Fusée. Mais une de mes spécialisations aussi dans la vie, c'est les médias numériques. Je suis le directeur de l'équipe médias numériques chez Digitad et ça fait une grosse douzaine d'années que je gravite dans le milieu de la publicité en ligne. Et puis je suis chanceux aujourd'hui puisqu'avec moi j'ai Marek. Marek, ça fait 6 ans qu'on travaille ensemble, enfin ça fait 3 ans qu'on travaille ensemble, 6 ans qu'il travaille en marketing numérique. Et donc depuis 3 ans, on travaille ensemble sur les comptes de l'agence de marketing numérique Digitad et plus précisément sur tout l'aspect publicitaire. Marek, il a maintenant beaucoup d'expérience derrière la cravate et puis il travaille sur des comptes assez importants comme Danone, comme Clarins, comme Proprio Direct. Et donc évidemment, au quotidien, il est confronté à l'arrivée de l'IA dans Google Ads et puis il essaye au maximum de l'utiliser à bon escient. Donc voilà un petit peu pour la présentation. Salut Marek, comment tu vas ? Bonjour à tous, merci pour l'invitation, ça va très bien, merci Clément et très content d'être là parmi vous aujourd'hui pour pouvoir justement démystifier toute cette intelligence artificielle au sein de Google Ads et puis vous permettre d'utiliser l'intelligence artificielle pour développer vos campagnes Google Ads. Yes, c'est parti pour une heure. Bonjour à tous ceux qui nous saluent dans le chat. J'en profite pour vous rappeler que dans Livestorm, vous avez un onglet questions. Donc, si vous avez des questions spécifiques, je vous invite plutôt à les poser dans l'onglet questions que dans le chat. Pourquoi ? Parce que vous avez ensuite une fonctionnalité pour faire des petits votes. Et donc, à la fin de la session, on prendra les questions les plus populaires pour y répondre parce que bien souvent, on n'a pas le temps de répondre à chacune d'entre elles. Donc, je vous invite vraiment à poser vos questions dans ce fameux onglet questions et on les prendra à la fin. On va essayer d'être efficace pour pouvoir avoir le temps. La Fusée qui on est un centre de formation, on est spécialisé dans tout ce qui est marketing numérique et maintenant dans tout ce qui est intelligence artificielle. Donc maintenant on donne aussi beaucoup de formations sur ChatGPT, sur Midjourney, bientôt sur Copilot, on va en parler bientôt, et puis aussi sur tout ce qui est plus classique, la publicité sur Google, Google Analytics, les médias sociaux, etc. etc. Ça fait maintenant 6 ans qu'on existe, donc on a formé maintenant plusieurs milliers de Québécois, on est agréé par la Commission des partenaires du marché du travail et puis on est membre de la Soféduc. On est aussi une partie d'un collectif plus grand que nous qui s'appelle Intégral, dans lequel il y a Osmose qui fait des sites web, Frank qui fait du contenu digital, de la performance, et le petit dernier Genia qui s'occupe de tout l'aspect IA et puis qui peut vous accompagner là-dedans. On a d'ailleurs des petites choses à vous partager en fin de webinaire par rapport à tout ça. Donc on peut aussi répondre à tout type de questions par rapport à ça. Et puis enfin, avant de commencer, comme le veut la tradition, à la fin de ce webinaire-là, il y aura un petit quiz sur Kahoot avec 5 questions. Et le gagnant, donc la personne qui répondra à toutes les réponses de façon parfaite le plus rapidement possible, gagnera une formation. Donc ça arrivera à la fin, donc restez bien jusqu'au bout. Vous avez aussi la chance de bénéficier d'un code promo de 20% de rabais avec le code webinaire 20 sur notre site internet. Et puis, troisième point, dans ce grand monde de l'IA, ChatGPT a été un petit peu le précurseur, mais il y a beaucoup de nouveautés qui se développent. Il y a eu Gemini qui est arrivé sur le marché récemment. Un des plus populaires et qui prend de plus en plus de place parce que beaucoup d'entreprises ou d'institutions utilisent la suite Microsoft, c'est Microsoft Copilot qui révolutionne véritablement la façon d'utiliser tout l'écosystème de Microsoft. Dès le mois prochain, on va vous parler de ça dans un webinaire dédié à ce sujet-là, donc qui va s'appeler Introduction à Microsoft Copilot, tout ce que vous devez savoir, avec une personne, un consultant qui a développé une spécialisation là-dessus. Donc, vous allez recevoir un petit pop-up avec le lien d'inscription d'ici quelques secondes, et puis on espère vous y voir. Ça va permettre de démystifier un petit peu cette bête qui est Microsoft Copilot, qui peut changer beaucoup de choses si vous utilisez la suite Microsoft. Enfin, sur ce, c'est parti. Une petite intro sur pourquoi on est là. On va ensuite parler de comment rester performant sur Google Ads à l'ère de l'IA, les perspectives pour le futur parce que c'est un monde qui évolue à toute vitesse, une petite conclusion, et puis enfin, on va essayer de répondre au plus de questions possibles.
Donc au niveau de l'introduction, juste pour remettre la table, quand on parle de Google Ads, on parle de l'aspect publicitaire de la plateforme de Google. Donc on parle notamment des liens sponsorisés. Quand vous faites une recherche sur Google, il y a deux types de liens, comme on peut le voir sur la capture d'écran. Ici, il y a les résultats payants qui sont signalés par une petite annonce, et puis il y a les résultats naturels. Google Ads, c'est ce qui permet d'aller chercher les 4 positions en haut dans les résultats de recherche. Évidemment d'aller générer un trafic important et de répondre à des questions d'internautes. C'est pour ça que c'est devenu la plateforme publicitaire la plus puissante du monde, puisque d'une part, elle est très performante, puisqu'elle se contente de répondre à des questions de gens qui expriment un besoin. Donc on est vraiment dans des personnes qui ont une intention d'achat ou de consommation. Et donc évidemment, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Et en plus de ça, Google est, comme vous le savez probablement, l'énorme leader du marché. Au Québec, c'est 93%, grosso modo, au Canada, pardon, des recherches qui sont faites sur Google, qui se taillent la part du lion. Et quand on optimise, ou quand on fait des campagnes pour les moteurs de recherche aujourd'hui, on le fait majoritairement pour Google, c'est assez évident. Je vous parle de moteurs de recherche depuis tout à l'heure, mais l'écosystème de Google Ads, aujourd'hui, c'est bien plus vaste que juste quelqu'un qui fait une recherche à laquelle on va répondre. C'est beaucoup plus large dans le sens où YouTube appartient à Google, donc il y a toute la publicité vidéo qui rentre là-dedans. Il y a tout le réseau qu'on va appeler le réseau display, donc toutes les bannières qu'on va pouvoir diffuser sur Internet, sur des placements que Google gère sur des millions de sites à travers le monde ou d'applications mobiles. Il y a le réseau tout à droite, Google Shopping. Donc, quand vous faites une recherche pour un produit, c'est les petites images avec les prix qui apparaissent pour directement aller acheter le produit. Et puis, il y a ce qu'on va appeler les Performance Max, on va en parler en détail, qui sont un nouveau type de campagne qui couvre l'ensemble de cet inventaire-là et donc qui permet de se positionner partout, finalement, sur le tunnel de conversion avec une seule campagne. C'est une des grosses nouveautés on va dire, des 24 derniers mois. Et c'est un vrai game changer sur la plateforme Google Ads. Aujourd'hui, on est là pour parler d'IA, notamment parce que c'est le buzzword depuis une bonne année et demie maintenant et depuis l'arrivée fracassante de ChatGPT. Dans la vraie vie, l'IA chez Google, c'est pas une affaire qui date de 18 mois, bien au contraire. Pour mettre un petit peu de contexte là-dedans, et puis voilà, Google Ads, qui s'appelait à l'époque Google AdWords, ça a été lancé en 2000 avec un système d'enchères au paiement par clic. Donc à l'époque, on disait, je veux acheter le mot-clé formation Google Ads et je suis prêt à payer $1 pour ça. Donc c'était extrêmement manuel à l'époque et puis il n'y avait pas encore d'IA dans tout ça. Un peu plus tard est arrivé Google Analytics en 2005 qui lui a introduit une part d'analyse beaucoup plus profonde, mais là aussi on était dans le consultatif, c'était les données auxquelles on avait accès, mais il n'y avait pas nécessairement d'interprétation intelligente. À partir de 2011, dans le monde de Google est arrivé les premiers éléments d'apprentissage automatique dans l'algorithme de recherche. Donc pas pour la partie pub, mais pour la partie organique. Il a commencé à y avoir une forme de machine learning à l'intérieur de ça. En 2013, on est allé un petit peu plus loin. Il y a eu le fameux algorithme RankBrain qui est rentré en ligne de compte, qui utilisait l'IA pour interpréter des recherches complexes, mieux comprendre l'intention derrière une recherche, les synonymes, tout ce qui est un peu plus complexe, était résolu grâce à l'IA. Et c'est en 2016 finalement où l'IA a fait son entrée dans la partie publicitaire, donc dans Google Ads, avec une porte d'entrée spécifique qui était les publicités pour les applications. Donc à l'époque, vraiment pour faire de la pub sur les applications, dans Google Play notamment, on pouvait lancer des types de campagnes qui étaient complètement automatisées. Ça existe toujours d'ailleurs, on donne à Google le nom de mon application, quelques informations, et les campagnes roulaient toutes seules. Donc c'était un espèce de premier pas vers une automatisation des campagnes, là où beaucoup de choses étaient manuelles. En 2018 sont apparues les annonces responsives, on va beaucoup en parler un petit peu plus tard. Donc c'est des annonces semi-automatisées avec beaucoup de contenu que Google peut choisir à sa guise. En 2020 sont arrivées les enchères automatiques, donc un affinement des enchères en temps réel basé non plus sur des clics mais sur les probabilités de conversion. Donc ça change beaucoup de choses dans l'approche, puisqu'au lieu de se dire je vais payer pour un clic, on dit à Google je veux payer pour avoir le plus de leads ou le plus de ventes possible sur mon site internet. Donc on change complètement l'état d'esprit avec lequel on dépense notre argent. En 2021 sont arrivées les fameuses campagnes Performance Max dont je vais vous parler en détail tout à l'heure. Et puis en 2023, il y a eu encore de grosses avancées, notamment un élargissement des règles de ciblage et puis des premiers éléments d'IA génératifs qui petit à petit commencent à arriver dans notre monde et qui promettent de changer beaucoup de choses à ce niveau-là. Donc voilà un petit peu pour la mise en bouche. Le point ici, c'était de dire que on n'est pas sur quelque chose qui arrive d'un coup, on est sur une progression finalement lente qui arrive dans notre façon de gérer des campagnes et qui a des impacts très très importants. On va le voir. Sur ce, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Pour rester performant sur Google Ads à l'ère de l'IA,
on a identifié 3 gros blocs qu'on a construits sur une forme de checklist finalement. Donc 12 points majeurs qui nous paraissent très très importants de garder en tête et de suivre de près pour s'assurer d'être adapté à l'intelligence artificielle au sein même de la plateforme Google Ads et donc de couvrir tous ces aspects du mieux possible et donc d'être le plus optimisé possible à ce niveau-là. Il y a 3 grandes catégories. Le premier, c'est la fondation. On va beaucoup parler de données. Le deuxième, c'est la structure de compte, donc l'impact immédiat sur votre façon d'organiser vos campagnes. Et le troisième, c'est l'aspect contenu. Qu'est-ce qu'on raconte dans nos annonces et puis comment l'IA peut nous aider par rapport à ça. Donc c'est parti avec le premier axe qui est bâtir des fondations solides. Quand on veut faire de la performance avec de l'IA, en fait l'IA évidemment va être plus forte que nous pour accomplir tout un tas d'actions, mais elle n'y arrivera que si elle a des données qui lui permettent d'accomplir ces actions-là. Sinon, si elle n'est pas capable si on lui donne pas les bonnes données ou si elle en a trop peu, finalement, ça reste une machine qui fonctionne uniquement là-dessus. Et si elle n'a pas son carburant qui est la donnée, elle n'arrivera probablement pas à faire des choses qui seront suffisamment satisfaisantes. Pour que cette donnée soit bien intégrée par l'algorithme de Google pour servir vos campagnes, il y a pas mal d'éléments techniques qu'il va falloir mettre en place. Le premier, c'est d'installer le Global Site Tag, qui est finalement la balise de Google. Ça, à quoi ça sert? Ça sert à donner la vue finalement à Google sur tout ce qui se passe sur votre site internet. Puisque de base, Google est capable de le crawler, mais il n'est pas capable de savoir ce que font les utilisateurs dessus. Dès lors que vous posez cette balise, qui est finalement un petit bout de code, sur votre site web, vous donnez la vue à Google sur tout ce qui se passe dessus. Et donc, naturellement, il va pouvoir agréger et collecter toutes les données qu'il a, qu'il enregistre dans son algorithme et les utiliser pour atteindre vos objectifs. Donc ça, c'est vraiment le pilier initial. S'il n'y a pas de balise Google sur votre site internet, vous allez être extrêmement limité puisque vous allez juste pouvoir mesurer les clics que vous avez sur vos campagnes, mais pas plus. Donc ça, c'est extrêmement important. Vérifiez qu'elle est bien sur votre site. Généralement, sur la plupart des sites, elle est là depuis longtemps. Et juste sachez que elle a évolué il y a quelques mois. C'est une balise unique maintenant à laquelle on peut ensuite donner accès à Google Ads, à Google Analytics ou aux deux. Mais normalement, sur les installations qui ont été faites même sur les 3-4 dernières années, il n'y a pas d'action à prendre. Ça s'est fait de façon automatique. Autre point, petit rappel, il y a la loi 25 à laquelle il faut être conforme. Normalement, votre tag Google ne s'active que si l'utilisateur a donné son consentement. J'insiste là-dessus. Depuis septembre 2023, vous êtes tenu au Québec de bien respecter ça et donc de ne laisser Google collecter les données que sur des personnes qui ont dit oui. Très important. Deuxièmement, un peu plus technique, il faut activer le suivi avancé des conversions. Donc ça, c'est le deuxième élément clé pour que Google ait accès au maximum de données possibles. Qu'est-ce que ça veut dire le suivi avancé des conversions? Concrètement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que avec la loi 25, avec la disparition des cookies, avec tous ces éléments-là, avec le fait qu'on est aussi sur beaucoup d'appareils en même temps, on a de plus en plus de mal à retracer le parcours d'une personne sur un site web. Je clique sur une publicité, je vais sur un site, je passe à l'action et j'achète. Jusqu'à un passé assez récent, c'était relativement simple de faire le lien entre tous ces éléments-là. Maintenant, avec le fait qu'il y a moins de cookies, que Apple a restreint énormément aussi l'accès aux données, etc., c'est plus dur de faire ce lien. Donc Google essaie de trouver des parades. Une façon de trouver des parades, c'est de mettre en relation les éléments qu'il voit sur votre site, sur des données personnelles mais qui sont cryptées, et les données que lui a en main. Je vais vous donner un exemple concret. Si je vais sur un site internet et que je remplis un formulaire de contact, Google va techniquement pouvoir lire l'adresse email que je vais remplir sur mon formulaire de contact, il va la crypter, il va l'envoyer dans sa propre base de données, et il va voir s'il y a quelqu'un qui a un compte Google avec cette même adresse courriel-là. Si c'est le cas, il va pouvoir faire le lien entre les deux et puis pouvoir dire, OK, Clément, qui a telle adresse courriel, a cliqué sur telle pub et a fini par acheter. Et donc, il va pouvoir vous transmettre l'information que tel mot-clé ou telle pub a permis de générer une conversion. Donc, concrètement, cette option qu'on peut activer dans les paramètres du compte, elle sert à quoi? Elle sert à donner des armes supplémentaires à Google pour vous connecter, non pas juste avec un cookie, mais avec d'autres éléments. Ça peut être votre adresse courriel, ça peut être votre numéro de téléphone, ça peut être un identifiant quelconque, en faisant matcher les données de votre site et puis les données de sa propre base de données qui, vous vous en doutez bien, est absolument gigantesque. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième, et puis je vais te laisser la parole, Marek, parce que je sais que tu as eu affaire à elle assez récemment et que ça a eu un impact important, c'est d'attribuer des valeurs à toutes les conversions que vous allez paramétrer dans votre compte. Et puis juste ensuite, je te laisse la parole. Cette partie-là est la plus technique, donc ne prenez pas peur. Après ces 4 points sur les fondations, on partira sur des choses un petit peu moins techniques. Yes, merci Clément. Donc en fait, ici, le principe ici, c'est d'attribuer une valeur de conversion à vos conversions, c'est-à-dire en fait prioriser, hiérarchiser vos conversions. Par exemple, on pourrait attribuer une valeur de conversion différente à quelqu'un
qui passe un appel ou qui remplit un formulaire versus quelqu'un qui va simplement donner son adresse courriel pour s'inscrire à l'infolettre. Pourquoi c'est important de hiérarchiser ces informations-là? C'est parce qu'en fait, on va remonter toutes ces conversions-là dans votre Google Ads et puis ensuite, il va falloir que l'algorithme puisse prioriser certaines conversions en fonction de la valeur que vous allez attribuer. Je vais donner un exemple. On le fait beaucoup maintenant sur nos clients lead gen parce que la valeur de conversion, elle est théorique sur la génération de leads. Par exemple, nous, on le fait beaucoup dans l'immobilier. On a configuré récemment les valeurs de conversion différentes pour les appels et les formulaires de contact, et puis des valeurs de conversion encore différentes pour les personnes qui téléchargent un guide d'achat ou de vente, par exemple, et puis les personnes qui s'inscrivent à l'infolettre. L'idée ici, c'est de donner l'information à Google qu'on veut prioriser les personnes qui passent un coup de fil ou prioriser les personnes qui remplissent un formulaire de contact parce que ces personnes-là ont plus de valeur pour l'entreprise parce qu'elles sont dans une phase probablement d'achat ou de vente de maison versus quelqu'un qui va simplement télécharger un guide ou qui va simplement s'inscrire à une infolettre. Donc l'idée ici, c'est de donner la bonne data à Google pour qu'ensuite il puisse vraiment prioriser ses actions, la diffusion des annonces sur les personnes qui ont la plus grande valeur à vos yeux. Et puis, on voit notamment, depuis qu'on le met en place, on voit des performances, par exemple sur notre client en immobilier, on a vu des performances qui ont facilement fait x2, x4 sur le nombre de leads générés, donc de formulaires de contact complétés ou de personnes qui ont téléphoné. Et puis, on voit par contre une diminution du nombre de personnes qui se sont inscrits à l'infolettre. Mais dans le fond, nous, ce qu'on souhaite le plus, c'est d'avoir des conversions qui ont un impact commercial réel sur vos campagnes publicitaires, donc plutôt des leads un peu plus bas dans le tunnel de conversion. Tout à fait. Donc ça, franchement, c'est un hack qui peut avoir un gros impact. On l'a vu sur pas mal de clients. Donc n'hésitez pas à le faire. Ne vous contentez pas juste de dire j'ai reçu X formulaire. Dites à Google tel formulaire a telle valeur réelle ou estimée. Ça peut vraiment avoir un impact sur la façon dont l'algorithme réfléchit. Le deuxième point, c'est le ciblage par liste de clients. Je voulais juste revenir sur un dernier point. L'idée ici aussi, c'est pas, en fait, si on n'a pas une valeur de conversion attribuée, par exemple, à un formulaire de contact, on ne sait pas forcément quelle est la vraie valeur de conversion. Donc ici, c'est plutôt d'aller dans la théorie, puis de les hiérarchiser. Par exemple, on pourrait dire un formulaire de contact, ça vaut 100 fois quelqu'un qui s'inscrit à l'infolettre. Donc c'est plutôt aller sur des bases théoriques plutôt que de savoir exactement le montant que ça va vous rapporter, pas un montant réel. Bon point. Et puis, je te laisse enchaîner sur le ciblage par liste de clients, qui est un autre sujet sur lequel les reps Google nous poussent très fort. Yes, ça s'ensuit avec ce que tu disais en début de présentation. Donc en fait, on a une disparition progressive des cookies avec, par exemple, aussi les nouveautés sur les nouveaux iOS où on peut moins traquer les personnes. On a de plus en plus de difficultés de pouvoir remonter les informations à Google en termes de comportement sur les sites Internet. Donc, en fait, vos données first party, c'est par exemple vos listes de clients, vos listes de contacts, vont être très importantes et il faut absolument les remonter dans Google. Donc, vous pouvez créer des audiences first party directement dans votre compte Google Ads. Et puis, ces éléments-là vont permettre de donner un petit peu plus d'informations à Google. Vous allez notamment pouvoir les utiliser sur vos campagnes Performance Max. On va pouvoir en reparler un petit peu plus loin dans la présentation. Mais l'idée, c'est de donner cette liste de contacts pour optimiser en y disant ces contacts-là, c'est des personnes qui ont converti sur mon site Internet. Donc, c'est des personnes à forte valeur. Je veux que tu cibles des personnes qui ont un comportement plus ou moins similaire à ceux-ci. Ensuite, on a aussi la possibilité, par exemple, de les exclure de vos campagnes sur le réseau de recherche. Par exemple, si vous êtes un consultant en ERP et que vous avez une liste de clients, ça peut être intéressant de venir exclure les personnes qui sont déjà clientes chez vous parce que vous n'avez pas besoin de nouveau advertiser vos services pour ces clients-là parce qu'ils sont déjà clients chez vous. Donc, vous pourriez les exclure de vos campagnes sur le réseau de recherche. Et puis, avec nos dernières expériences et tests, on se rend compte qu'il est important de toujours prendre des listes de clients, des listes de contacts à forte valeur. C'est quoi une liste de clients de contacts à forte valeur? C'est notamment vos clients ou vos acheteurs. Parce qu'en fait, cette information-là, c'est une mine d'or pour Google parce qu'en fait, c'est des gens qui ont déjà acheté chez vous, donc c'est des gens qui sont vraiment pertinents versus si vous uploadez une liste d'inscrits à votre infolettre,
on n'est pas sûr qu'il y ait 100% de clients dedans, donc c'est sûr que cette information-là, elle est un petit peu moins pertinente, et puis l'algorithme aura plus de difficultés à cibler les bonnes personnes. Donc on va toujours vous recommander d'aller uploader les listes les plus proches de votre objectif final, qui est peut-être la génération de leads ou des acheteurs. Donc toujours privilégier plutôt les clients sur ces listes-là. Tout à fait. Donc, globalement, en faisant ça, on donne un complément d'informations supplémentaires à Google et on le nourrit d'un petit peu plus de données pour que l'IA fasse son job et essaie d'améliorer le tout. Donc, voilà qui fait le tour sur cette partie fondation. J'ai été un petit peu trop vite. On va basculer maintenant sur la deuxième partie qui est la structure de compte. Donc là, on met vraiment les mains dans le réacteur. Il y a 4 éléments clés dans la structure de compte qui évolue à toute vitesse ces derniers temps. Il y a l'aspect des stratégies d'enchères, il y a la façon d'acheter les mots-clés, il y a une nouvelle campagne Performance Max et les campagnes Demand Gen, donc on va passer à travers tout ça. Plus, je vois encore quelques questions qui arrivent dans le chat. N'oubliez pas de mettre plutôt dans l'onglet questions, comme ça vous pouvez utiliser les votes et puis on prendra les questions les plus populaires à la fin. En termes de structure de compte, une chose sur laquelle Google pousse énormément, et puis on peut penser qu'on va basculer bientôt on n'aura plus le choix que de basculer là-dessus, c'est les fameuses stratégies d'enchères intelligentes, Marek. Yes, au fil des années, le taux d'adoption des stratégies d'enchères intelligentes, on a vu tout à l'heure que les stratégies d'enchères intelligentes, c'est pas quelque chose qui vient d'arriver sur Google, ça fait longtemps qu'elles sont là, mais au début, c'était pas forcément très utilisé parce que c'était pas forcément très optimisé non plus, mais avec l'arrivée de l'IA au global et les dernières nouveautés sur Google, on se rend compte que le taux d'adoption, il a largement augmenté, que la performance de ces campagnes-là sont supérieures, et puis on est passé de stratégies manuelles où on définissait un coût par clic fixe à des stratégies qui vont choisir automatiquement le montant de l'enchère à laquelle vous allez participer et puis quel est le montant que vous allez être prêt à payer. Donc on va laisser plus d'amplitude à Google sur le choix de participer ou non à la mise en enchère et le montant que vous êtes prêt à payer pour un clic. Donc en fait, elles vont utiliser tout un ensemble de signaux différents pour définir la participation ou non à l'enchère. Ça sera notamment, je pense que tu peux passer encore un en avant, ça sera notamment votre système d'exploitation, les applications utilisées par l'utilisateur, le navigateur, le créatif, la langue, la requête et le réseau. Donc ça va utiliser tous ces éléments-là pour venir optimiser votre diffusion. Et puis en fait, vous avez 4 possibilités de stratégie d'enchère. Il y a maximiser les conversions. Donc ici, on va y dire on veut le plus grand nombre de conversions possible avec un CPA libre. Ensuite, on a maximiser les conversions, mais avec un CPA cible. Donc on va y dire je veux le plus de conversions possible, mais pour un CPA défini. Un CPA, c'est quoi? C'est le coût par acquisition, le coût par action. Donc on va dire, par exemple, je veux que tu maximises les conversions pour un CPA à $30. Donc je veux que mon coût par acquisition soit de $30 et l'algorithme va optimiser la diffusion, donc va diffuser ces annonces ou non en fonction de s'il est capable de générer une conversion à ce prix-là. Et ensuite, on a 2 autres stratégies d'enchères qui sont plutôt à destination des e-commerce. On a maximisé la valeur de conversion. Donc ici, on va lui dire, je veux que tu génères le plus grand chiffre d'affaires. Et puis, on a également maximisé la valeur des conversions, mais avec un retour sur investissement. Donc là, on va y dire, on veut que chaque dollar investi nous en rapporte 5 et puis il va optimiser la diffusion pour atteindre cet objectif-là. Le risque avec le CPA cible et le retour sur investissement cible, c'est que si on est trop agressif, on perd de la diffusion. Parce que si on a un CPA cible trop faible, l'algorithme ne va pas pouvoir diffuser pour atteindre votre objectif et va simplement pas diffuser vos annonces. Donc, il faut faire attention à ça. Et puis, on se rend compte aussi au fil des années et avec les nombreux clients qu'on accompagne qu'il est inutile d'essayer de contourner l'algorithme, de se taper la tête contre le mur avec du CPC manuel. Et puis, de plus en plus, la bascule sur les stratégies d'enchères intelligentes, elle est importante et on ne peut pas trop s'en passer. Et puis, depuis qu'on l'utilise à grande échelle, on a remarqué quelques conditions pour que ces dernières soient performantes. On a tu peux direct aller à la suivante. On a certaines conditions, donc il faut vraiment suivre parfaitement vos conversions. Donc comme on l'a dit au tout début, on est vraiment basé sur la data, donc il faut s'assurer de remonter l'ensemble de vos conversions dans votre compte Google Ads
pour pouvoir donner le maximum de data, avoir un historique qui est conséquent. C'est-à-dire qu'ici, si vous n'avez pas au moins 30 conversions sur vos 30 derniers jours sur votre compte Google Ads, ça sert à rien de faire la bascule sur les stratégies d'enchères intelligentes parce que l'algorithme n'aura pas assez de matière pour pouvoir savoir sur quel utilisateur diffuser vos annonces. Ensuite, il faut dépenser suffisamment. À nouveau, ça va être dans le même lignée que l'élément précédent. C'est vraiment avoir un volume de clics suffisant pour pouvoir générer vos 30 conversions par mois. Comment on fait pour avoir un volume suffisant? Il faut avoir un budget assez grand pour pouvoir générer ces 30 conversions. Et puis, il faut aussi ouvrir les vannes dès le début. C'est-à-dire que si vous avez un budget mensuel de $5 000, par exemple, on va vous recommander que les premières semaines, vous dépensiez un peu plus que 50% de votre budget média, justement pour aller chercher un peu plus de données et pouvoir donner de la matière rapidement à l'algorithme. Et ensuite, on a être patient. On le voit de plus en plus sur toutes les plateformes publicitaires. Il faut donner du temps pour que le machine learning il puisse bien s'optimiser. Ici, il faut attendre au moins un mois pour pouvoir tirer des conclusions sur la mise en place de votre stratégie d'enchère. Est-ce que celle-ci, elle est efficace ou non? On aura rarement des résultats au bout de quelques jours, donc il faut vraiment être patient. Je sais qu'au début, ça peut être un petit peu frustrant de se dire on doit attendre un mois pour avoir les premiers résultats, mais soyez patient, c'est vraiment important pour donner de la matière et que le machine learning soit performant. Ouais, ça c'est probablement un point crucial. Parfois, on a tendance à jeter la serviette un petit peu trop vite, mais évidemment, il n'y a rien d'immédiat dans tout ça. On parlait de cœur du réacteur tout à l'heure. Le cœur du cœur de Google, à l'origine, ça reste les mots-clés. Mais finalement, on se rend compte que la façon d'acheter des mots-clés a beaucoup évolué ces dernières années, même sur la dernière année, je dirais, avec un impact important. Cette slide-là est vraiment importante, je pense, parce que ça prouve exactement la philosophie de Google et ce vers quoi ils veulent nous amener. Yes, tout à fait. Donc, sur Google Ads, il existe 3 manières d'acheter vos mots-clés. Donc, il s'agit des types de correspondance. Il y a les mots-clés exacts, l'expression exacte et le ciblage large. En fait, au fil des années, l'algorithme, il a évolué et est devenu beaucoup moins strict en termes de ciblage. On va prendre d'ailleurs l'exemple du mot-clé magasin de meubles. Si maintenant on achète ce mot-clé-là en mot-clé exact, c'est-à-dire qu'on le met entre crochets, dans le passé, on allait être diffusé uniquement sur les termes de recherche, donc ce que les utilisateurs tapaient réellement, et on était uniquement diffusé sur le terme de recherche magasin de meubles. Maintenant, avec le mot-clé exact, on est également diffusé sur les utilisateurs qui tapent boutique de mobilier. Donc là, on voit que ça prend déjà un peu plus d'amplitude que ce qu'on pouvait voir avant 2022. Ensuite, on a le type de correspondance expression exacte. Donc ici, on aura, lorsqu'on tape magasin de meubles, on va également être diffusé. Par le passé, on était uniquement diffusé sur magasin de meubles pas cher. Donc on avait magasin de meubles plus des éléments ou des éléments plus magasin de meubles. Maintenant, on va être également diffusé sur meubles de cuisine rabais, meilleur magasin pour meubler un bureau. Donc on voit ici, on a vraiment une large possibilité. Puis ici, quand on l'achète en expression exacte, on doit faire comment? On doit le mettre entre guillemets. Et puis enfin, on a le ciblage large qui était déjà le plus large dans le passé. Donc si on achetait magasin de meubles, on pouvait diffuser sur décoration maison. Et puis maintenant, lorsqu'on achète magasin de meubles en ciblage large, on va également être diffusé sur les termes de recherche tels que sofa sectionnel en tissu 5 pièces. Donc en fait, là, on voit vraiment que ça prend une amplitude beaucoup plus large. Donc il y a beaucoup plus de possibilités de diffusion et on voit qu'on a moins la main sur les termes de recherche sur lesquels on allait être diffusé qu'auparavant. Exact. Donc ça c'est vraiment important. C'est vraiment une tendance. Donc en gros, le mot-clé exact d'avant n'est plus vraiment si exact, l'expression exacte n'est plus vraiment ça, et le large est encore plus large. Donc on a vraiment un glissement vers un élargissement. Globalement, pourquoi Google fait ça? Évidemment, ça lui permet d'afficher plus d'annonces sur un mot-clé donné, et d'avoir plus de marge de manœuvre et donc de mettre en concurrence davantage d'annonceurs. À la fin, ça fait plus de profit pour eux. Le prétexte pour le faire, c'est de dire oui, mais on a une IA qui est tellement puissante qu'elle comprend bien les intentions et donc qu'elle le fait uniquement à bon escient. Donc après, il faut bien contrôler tout ça, mais c'est important. Comment on fait pour utiliser ça intelligemment?
On a identifié trois points principaux, hein, Marek? Oui, tout à fait. Donc, le premier élément, c'est ne basculez pas sur du ciblage large sans données fiables. En fait, à nouveau, c'est un peu le même principe que ne pas basculer sur des stratégies d'enchères automatiques si on n'a pas de data. Ici, c'est le même principe. Comment il va savoir sur quel mot-clé diffuser si vous êtes sur quel terme de recherche diffuser si vous êtes en ciblage large? Il va utiliser les données de l'historique de votre compte pour savoir si ce mot-clé, ce terme de recherche-là va convertir ou non, et si l'utilisateur qui fait cette recherche-là va convertir ou non. Donc, si vous lancez votre compte Google Ads aujourd'hui, on ne va pas vous recommander de passer en type de requête large parce que vous allez diffuser sur trop de mots-clés, il ne va pas pouvoir utiliser la data. Et si vous n'avez pas au moins 30 conversions par mois, ne faites pas la bascule non plus. Ensuite, le deuxième élément, c'est la structure de votre compte. Donc en fait, la structure du compte, elle va être beaucoup plus simplifiée que ce qu'on avait auparavant. Donc en fait, auparavant, on préconisait tout le temps d'utiliser un seul mot-clé par ad group pour avoir des annonces qui sont très pertinentes pour chacun des mots-clés. Mais là, comme on voit que l'algorithme prend beaucoup plus de liberté dans la diffusion, on va plutôt essayer de se focaliser sur des ad groups qui vont couvrir une thématique en entier. Par exemple, si on reprend l'idée du magasin de meubles, on va faire un ad group qui va avoir à destination les canapés et on va mettre tous nos mots-clés de canapés. On va avoir un ad group qui va parler de chaises de cuisine. On aura tous nos mots-clés en lien avec les chaises de cuisine, etc. Donc, on va vraiment regrouper. Et puis, ici, il ne faudrait pas dépasser 10 ad groups par campagne, 10 groupes d'annonces par campagne, et puis choisir en 10 et 20 mots-clés par groupe d'annonces. Mais c'est sûr qu'ici, c'est dans la théorie. Il y a certaines fois où vous aurez plus que 10 et ainsi de suite. Et enfin, le dernier point, c'est les analyses des termes de recherche. Comme on l'a vu tout à l'heure, on a beaucoup plus d'amplitude sur les termes de recherche sur lesquels on va être diffusé. Donc, ça va être très important de venir analyser vos termes de recherche dans vos campagnes pour pouvoir venir exclure ce qui n'est pas pertinent et éviter de continuer la diffusion sur ce qui n'est pas pertinent. Par exemple, ici, on a des campagnes pour notre agence de création de sites internet. On a une campagne qui va traiter la création de landing page. Et là, on voit par exemple qu'on a eu beaucoup de diffusion sur le mot-clé exemple landing page, qui n'est pas pertinent parce qu'une personne qui va chercher un exemple de landing page ne va pas forcément chercher une agence. Donc, on est venu exclure le mot-clé exemple pour pouvoir éviter cette diffusion-là. Donc, nous, ce qu'on va vous recommander, c'est de faire ce travail d'analyse des termes de recherche en fonction de votre budget, mais pour une PME, on va recommander de le faire aux 2 semaines pour vraiment pouvoir baliser la diffusion de vos annonces et pouvoir contrôler les termes de recherche sur lesquels vous diffusez vos annonces. Ouais, ça c'est vraiment très très important, ce travail d'exclusion de mots-clés, puisque plus on donne de marge de manœuvre à Google, plus il fait des essais-erreurs, et donc on peut parfois sauver beaucoup d'argent ou voir des choses assez cauchemardesques quand on regarde ce sur quoi on a réellement dépensé et les requêtes réelles des internautes. Donc ça, c'est vraiment un élément clé dans l'optimisation d'un compte. D'ailleurs, puis ça c'est petite anecdote, une des façons de voir la direction que Google prend et vers où il va nous amener, c'est de passer les certifications. La semaine dernière, justement, tout le monde on a repassé et remis à jour nos certifs, et on s'est rendu compte que quand on fait la certification sur le réseau de recherche de Google, il y a beaucoup de questions basées sur l'intégration de l'IA, et donc à chaque fois qu'ils en parlent, ils nous poussent à utiliser les mots-clés en large et les stratégies d'enchères intelligentes. Donc là, quelle est la meilleure méthode pour que les marketeurs atteignent leurs objectifs, blablabla, en utilisant les annonces sur le réseau basées sur l'IA, en faisant la combinaison de requêtes larges, de stratégies d'enchères intelligentes et d'annonces responsives, on va en parler. Autre exemple, quels sont les 2 avantages de combiner la requête large, les stratégies d'enchères intelligentes et les annonces responsives? Ça permet de toucher le bon utilisateur au bon prix, ça permet de gagner du temps et de réinvestir dans les actes prioritaires. En gros, ce qu'on nous dit là, sous le prétexte d'une certification, c'est ça la bonne pratique, et donc c'est ça qu'il faut faire. De toute façon, on s'en va vers ça, et c'est comme ça que vous aurez les meilleurs résultats. Donc, ça nous donne aussi une certaine idée de la tendance qu'on est en train de prendre, et de toute façon, on peut rester conservateur et se dire, moi, je veux continuer à tout contrôler, mais c'est utopique, puisque de toute façon, c'est voué à disparaître dans les prochaines années. Donc voilà, important de bien maîtriser tout ça. Point suivant, c'est les fameuses campagnes Performance Max. On en a parlé au tout début, elles sont arrivées en 2021. C'était vraiment une petite révolution. Pourquoi? Parce que les campagnes Performance Max, c'est une campagne presque automatisée ou très automatisée dans laquelle on va donner carte blanche à Google. Globalement, on va lui dire, OK Google, mon but c'est d'avoir des ventes ou bien c'est de générer des prospects. Voici des
du contenu que je te fournis. Donc là, on va lui fournir des éléments textuels, des images, des vidéos, un logo, etc., etc. On va lui dire, voici des signaux que je te donne. Donc les signaux, c'est quoi? On va lui dire, bah, ma cible, elle aime tel ou tel, elle a tel ou tel centre d'intérêt, elle fait tel ou tel type de recherche sur Google, ou bien voici la liste des clients que j'ai déjà. Donc on va la nourrir du maximum d'informations possible. Attention, c'est pas du ciblage, c'est juste des signaux. Donc on lui dit pas, cible les gens qui ont ce centre d'intérêt là. On lui dit, les gens qui ont ce centre d'intérêt là, ils ont potentiellement un intérêt pour ce que j'ai à vendre. Mais ensuite, il peut aller cibler n'importe qui. Donc, c'est pas du tout restrictif. Et ensuite, il a tous les droits. Il va créer les annonces qu'il veut avec tout ça. Il va nous positionner sur Google sur les mots-clés qu'il le souhaite. Mais il va aussi nous positionner sur l'ensemble de l'inventaire qu'il a à disposition. Ça peut être YouTube, ça peut être le réseau display, ça peut être Google Discover, ça peut être Gmail, ça peut être Google Maps. Donc, en gros, il prend toutes les décisions pour nous et il essaye d'atteindre notre objectif. Donc, ça change vraiment la donne. Avant, on était très, très manuel. Maintenant, on le nourrit avec des infos et puis on essaie de faire en sorte, il essaie de faire en sorte de nous satisfaire. Ça marche honnêtement de mieux en mieux. Il y a une forme d'insécurité très forte avec ça pour les gens qui font ce métier depuis longtemps parce qu'on perd beaucoup de contrôle. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, je dirais que sur le 80% de nos clients, on a ce type de campagne active et sur 60% d'entre eux, ces types de campagnes génèrent plus de performance que des campagnes entre guillemets classiques. À quoi ça ressemble ces campagnes Performance Max d'un point de vue visuel? Concrètement, on va lui fournir une URL de destination. Là, par exemple, c'est un de nos clients. Je vous invite à y aller d'ailleurs au festival du film de montagne de Banff au Québec. On a fourni à Google pour, par exemple, le futur événement qui a lieu à Victoriaville, l'URL de la page pour l'événement à Victoriaville, des visuels, des vidéos, des titres, des textes d'annonce et des descriptions. Donc, on voit qu'il y en a beaucoup. Il y a 15 titres, 5 titres longs, 4 descriptions, le nom de l'entreprise. Et ensuite, lui, il se débrouille pour aller faire les pubs adaptées. Enfin, il prend tous ces contenus, il les combine et il s'adapte à l'ensemble de l'inventaire qu'il a. Donc là, typiquement, ici, en haut, on a une pub qui peut arriver sur Gmail. Là, on a une pub qui peut arriver sur le réseau de recherche. Ici, on a la vidéo qui va être utilisée sur YouTube. Et ici, on a plutôt un format natif qui va venir dans le réseau display ou au milieu d'une application ou sur Google Discover. Donc, il est capable de créer, à partir des éléments que je lui ai fournis, tous ces éléments-là, et il va aller se positionner là où il le juge pertinent pour atteindre l'objectif final, qui est non plus de générer des clics, mais de générer de la performance. Donc, c'est vraiment très, très orienté sur les affaires, finalement, et ça change énormément de choses. Comment on fait pour avoir des succès avec ces campagnes-là? Encore une fois, on se répète, mais il faut avoir beaucoup de données. Si on n'a pas de données, l'algorithme ne comprend pas où il doit aller, où il n'arrive pas à faire des prédictions, et donc il n'est pas efficace. Donc, on recommande d'avoir au moins 30 à 50 conversions sur un compte avant de se lancer. Il faut le nourrir avec le plus d'informations possible, à la fois d'un point de vue de contenu. On a la possibilité de donner 20 images. Si vous avez 20 images, c'est super. On a la possibilité de donner 15 titres. Il faut donner les 15 titres et pas juste s'arrêter à 3 ou 4. Et voilà, faire les choses à fond pour qu'il ait le plus de marge de manœuvre possible. Idem pour les signaux d'audience qu'on va lui donner. Plus on va lui dresser un portrait robot de notre audience précis, plus on va gagner de temps finalement parce qu'il comprendra vers où il doit aller. Petite astuce aussi, on peut exclure le nom de sa marque. Souvent, on a un biais sur les campagnes Performance Max parce que Google va juste aller nous positionner sur le nom de notre marque. Je vous donne un exemple. Je fais une campagne Performance Max pour la fusée, par exemple. Je ne veux pas nécessairement que les gens qui tapent centre de formation de la fusée sur Google voient une publicité puisque je considère qu'ils vont cliquer directement sur mon lien organique. Ou bien je vais acheter ce nom-là dans une autre campagne séparée. Donc, bien souvent, on va aller exclure ce type de requête-là pour être uniquement sur de l'acquisition de nouveaux clients et pas sur des gens qui me connaissent déjà, parce que ça vient biaiser complètement mon analyse. Et le dernier, option méconnue souvent, c'est de bien choisir les URL de destination. Par défaut, quand on lance une Performance Max, on dit tiens, voilà mon site web, diffuse des campagnes et obtient les meilleurs résultats possibles. Mais ce qu'il fait, c'est qu'il peut aller voir toutes les pages de votre site, il peut aller sur vos pages de blog, sur votre page carrière, votre page à propos, et potentiellement sortir sur des requêtes qui ont absolument aucun rapport. Donc ça, on peut le maîtriser, on peut lui dire, OK, je veux une campagne Performance Max, mais uniquement sur les pages qui contiennent produits, par exemple, ou bien uniquement sur mes pages, la page de Victoriaville, ou peu importe. On va mieux le guider de cette façon-là, et on devrait être plus efficace. Donc ça, c'est pour nos fameuses campagnes Performance Max que je vous invite à tester. Dans la grande famille des campagnes IA, il y en a une petite dernière qui est arrivée l'année dernière qui s'appelle les campagnes génération de la demande, ou Demand Gen en anglais. Elles ont pour vocation à être un petit peu plus orientées vers la notoriété et vers la considération. Donc, on est un petit peu plus haut dans le funnel. Les emplacements qu'elles vont cibler, c'est uniquement l'inventaire qui appartient à Google. Donc, les produits de Google, Gmail, YouTube, Google Discover. Donc, ça va être des formats beaucoup plus inspirant, beaucoup plus natif. On est très, très, très proche dans les codes de ce qui se passe sur les médias sociaux. Donc, on va aller fournir des images et des textes et des vidéos et lui va nous diffuser aux bonnes places.
la particularité notamment des campagnes de Magen, c'est que c'est le seul type de campagne qui peut nous permettre de nous diffuser sur YouTube Shorts, qui est le concurrent des Reels sur Instagram ou de TikTok. Donc voilà, on est vraiment dans ce format très très proche du média social, très visuel, beaucoup d'images, de vidéos. Ça a vocation à générer de la performance, mais en réalité, ce qu'on a vu, c'est que c'est pas ça qui va vous générer des tonnes de ventes ou de leads, ça va plutôt se positionner plus haut dans le funnel. On l'utiliserait plus pour de la notoriété, faire par exemple des campagnes de promotion ou faire de la notoriété, etc. Pour de la performance, honnêtement, pour l'instant, c'est plus compliqué. Si vous faites du e-commerce, vous pouvez aussi relier ça avec votre Merchant Center, donc faire en sorte que tous vos produits puissent s'afficher sur les campagnes de Google Shopping. Et puis dans votre façon de penser ces campagnes-là, il faut vraiment penser ça comme un média social. Vous pouvez très bien, et d'ailleurs on le fait souvent, récupérer vos pubs Facebook ou Instagram et les mettre dans une campagne Discover. Souvent, on va avoir des résultats assez intéressants, encore une fois, plutôt en termes d'engagement qu'en termes de conversion plus réduite. Donc voilà pour la partie structure de compte. Pas mal de choses à prendre en compte. En gros, c'est quoi la morale de tout ça? C'est il faut adapter l'existant et ce que vous aviez l'habitude de faire depuis des années. Et puis, il faut être ouvert sur les nouveautés parce que de toute façon, on s'en va vers ça. Le troisième gros bloc, c'est la partie contenu. Là aussi, il y a beaucoup d'éléments qui évoluent. Le troisième pilier dans la stratégie de Google, notamment sur le réseau de recherche pour l'IA, c'est les enchères intelligentes, on en a parlé, les mots-clés en large, on en a parlé, et les fameuses annonces qu'on appelle RSA, qui veulent dire en fait Responsive Search Ads, qui sont ces fameuses annonces sorties en 2018, dont tu vas nous parler, Marek, et qui sont devenues de toute façon le seul type d'annonce qu'on peut utiliser dans Google. Yes, en effet, maintenant on peut plus créer des autres annonces pour le réseau de recherche, donc on est obligé de passer par ces fameuses RSA. Donc en fait, l'idée ici, c'est une RSA, c'est quoi? C'est une annonce qui est composée de 15 titres et 4 descriptions. Par contre, Google, il va faire son petit shopping dans ces 15 titres et 4 descriptions pour pouvoir générer la meilleure combinaison possible pour chaque requête. Par exemple, si on fait une requête, on aura une combinaison. En fonction d'une autre requête, on aura une autre combinaison. Et aussi, en fonction des performances, donc de l'historique du compte, il va pouvoir optimiser ces combinaisons pour vraiment aller vous amener le plus de performances possible. Et puis, donc ça va vraiment matcher avec l'intention de recherche. Nous, on a fait pas mal de tests du côté digital sur beaucoup de comptes pour savoir qu'est-ce qui était le plus efficace et quelle était la différence avec les anciennes annonces qui avaient juste 3 titres et 2 descriptions. Donc là, depuis qu'on a fait cette migration et que maintenant vous avez d'ailleurs plus le choix de passer sur les RSA, on a vu une nette augmentation sur les impressions. Donc pour le même volume de mots-clés, on a eu plus d'impressions. Un CTR qui est aussi en hausse et un volume de conversion qui est en hausse également. Donc ça amène vraiment une possibilité d'avoir plus de trafic et plus de conversion pour le même budget donné. Et puis, on a fait aussi pas mal de tests sur les optimisations de ces annonces. Et puis, on a des recommandations pour venir les optimiser au mieux. Donc, c'est tout le temps utiliser toutes les options disponibles. Une RSA qui n'a pas 15 titres et 4 descriptions, elle va moins bien fonctionner qu'une RSA qui a ses 15 titres et 4 descriptions et qui permet vraiment d'aller chercher un petit peu plus de possibilités, de donner un peu plus de possibilités à l'algorithme. Ensuite, on va vous recommander d'utiliser vos mots-clés dans vos titres et descriptions pour vraiment matcher avec la recherche de l'utilisateur, donc vraiment les intégrer dans vos titres et vos descriptions, au moins 4 fois dans les titres et dans les descriptions. On va aussi vous recommander d'organiser vos titres. Donc par exemple, nous ce qu'on aime bien faire, c'est utiliser le titre 1 à 5 pour parler du service. Le 6 à 10, donner vos avantages concurrentiels, et 11 à 15, utiliser différents appels à l'action. Donc ça vous permet de donner un petit peu plus de variété à l'algorithme. Et puis, le dernier élément, c'est suivez l'indicateur d'efficacité de l'annonce et faites le nécessaire pour atteindre le niveau excellent. Donc, l'indicateur efficacité de l'annonce, ça va vous donner l'efficacité de l'annonce, comme son nom l'indique, mais par contre, ça va vous le donner sur 3 niveaux. Ça sera médiocre, moyen ou excellent. Donc, nous, on va vous recommander d'essayer de tendre vers le excellent. Nous, ce qu'on voit en termes de performance, c'est et ce que dit aussi Google, c'est pas que vous allez avoir un taux de conversion plus élevé, un taux de clic plus élevé, mais par contre, vous allez gagner en diffusion en allant chercher une efficacité d'annonce élevée, excellent, pardon. Et nous, on a vu d'ailleurs beaucoup plus de volume d'impression quand on a des annonces qui sont catégorisées excellentes.
Donc ouais, parfois ça peut être pénible de remplir tous ces champs, 5, 10, 15 titres, 4 descriptions, etc. Mais il faut vraiment le faire. Et puis on a une petite astuce un petit peu plus tard pour gagner du temps par rapport à ça. On est là pour parler d'IA. L'IA, elle est en train d'arriver dans les annonces. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on rédigeait à la main nos 15 titres et nos 4 descriptions. Il n'y avait pas vraiment le choix. Depuis quelques mois maintenant, il y a une option qui s'appelle composant créé automatiquement. En gros, quand on active cette option-là, on autorise Google à aller chercher des infos soit sur notre site web, soit dans d'autres annonces sur le compte, et à aller remplacer le contenu de nos annonces avec ça, à la condition que ça améliore les performances. En gros, on lui dit, vas-y, tu peux aller chercher du contenu ailleurs, et puis tu peux l'utiliser. Jusqu'à maintenant, ce contenu-là, il était pris, il existait, il avait déjà été créé soit sur notre site, soit sur notre compte dans d'autres campagnes. Depuis, et puis d'ailleurs c'est drôle, mais depuis aujourd'hui, de façon complète au Royaume-Uni et aux États-Unis, il y a une nouvelle fonctionnalité qui est rentrée en ligne de compte. Elle était en bêta depuis quelques temps. C'est une fonctionnalité d'IA générative. Donc, si je suis aux États-Unis et au Royaume-Uni, pour l'instant, ça va arriver très vite chez nous, et que j'active cette option-là, en gros, ce que je dis à Google, c'est raconte ce que tu veux dans les annonces à partir de ce que tu auras vu sur mon site web et sur mon compte, etc., etc. Donc, on lui donne toute marge de manœuvre pour créer, générer du contenu pour nous, pour les internautes. Donc, on voit qu'on progressivement, ils prennent le contrôle aussi de cette partie-là, qui était un peu la chasse gardée des annonceurs jusqu'à maintenant. Dans la vraie vie, aujourd'hui, nous, on ne recommande pas vraiment d'utiliser cette option-là. Franchement, sur les quelques clients sur lesquels on l'a testé, c'était pas nécessairement qualitatif, ça n'a pas eu d'impact sur la performance. Ça va chercher parfois des infos qui n'ont pas rapport, donc c'est pas encore vraiment au point. Ça le sera dans un futur proche, c'est certain. Mais aujourd'hui, on ne le recommande pas vraiment. Si vous le faites, il y a un rapport dédié qui vous permet de voir tous les petits blocs de texte qu'il a utilisés et vous pouvez éventuellement les exclure. Donc, c'est ce qu'on vous recommandera de faire dans le cas où vous voulez absolument tester parce que votre curiosité est trop forte. Donc, ça, c'est le premier point. Mais on est dans un monde où ça va aller plus loin très très vite. On n'y est pas encore maintenant, mais ça fait déjà quelques mois que Google a annoncé des fonctionnalités pour la création de visuels, donc notamment pour les fameuses campagnes Performance Max ou bien Dimension. Deux éléments à cet endroit-là. D'une part, il va être capable de créer sur la base d'un brief des éléments textuels. Donc, on va lui dire « Je suis un centre de formation qui vend des formations sur le marketing numérique et l'IA. Je vais cliquer sur « Générer des textes d'annonces ». Il va me générer plein de propositions de textes d'annonces. Et puis après, je vais lui dire « Génère-moi des images ». Et puis là aussi, il va pouvoir potentiellement me générer des images, tout comme on est capable de le faire aujourd'hui sur un DALL-E ou sur un Midjourney, donc sur les outils d'IA les plus populaires. Donc, on va vers une intégration au sein même de la plateforme de cette création visuelle. Ça commence à arriver sur d'autres plateformes. Sur les LinkedIn Ads, maintenant, ça existe. Sur Google, c'est une question de semaines ou de mois pour que ce soit en place. C'est en bêta aujourd'hui sur quelques comptes. On va aussi pouvoir faire des choses qui ne seront pas dans la génération immédiate, mais dans l'optimisation des visuels existants. Exemple, j'ai un visuel, je veux changer le fond, ou je veux faire un test avec un fond rouge, un fond bleu, un fond vert. Je vais pouvoir, tout comme on est capable de le faire aujourd'hui sur des outils comme Photoshop avec l'IA de Photoshop, on va pouvoir le faire directement dans la plateforme pour aller changer un background ou un individu ou un texte, etc., etc. Donc, on va vers ça, on n'y est pas encore, mais on y fonce à toute vitesse. Le dernier point, c'est oui, la plateforme permet déjà de faire quelques trucs et va permettre d'en faire beaucoup plus dans le futur, mais il y a aussi des éléments externes qui peuvent vous aider, notamment dans la rédaction d'annonces. Pour ça, nous, on a un très bon ami maintenant dans l'équipe qui s'appelle ChatGPT et qui nous fait gagner pas mal de temps. On voulait vous partager quelques astuces par rapport à ça. Yes, comme le disait Clément, c'est sûr que ChatGPT, maintenant, c'est rentré dans le quotidien de tout le monde et ça, c'est utile pour tous les métiers et Google ne fait pas exception à cette règle-là non plus. Donc nous, on l'utilise de plus en plus et ça nous fait gagner un temps précieux. Même la version gratuite, elle peut vous aider notamment à générer plutôt des idées que des choses qui sont finales. Mais par contre, ça va vraiment, sur une base d'un brief, vous donner des suggestions et des idées qui sont très poussées. Puis en version avancée, donc sur la version payante, vous allez pouvoir automatiser plein de tâches différentes. Nous, par exemple, un des premiers GPT qu'on a créé, c'est un GPT qui va permettre de générer des annonces. Donc un GPT, c'est quoi? C'est un chat personnalisé dans ChatGPT dans lequel on va donner des instructions. Donc là, on y a donné tout plein de fichiers PDF sur les bonnes pratiques pour rédiger des bonnes annonces, comment on souhaite les rédiger. Donc là, on lui a dit le titre 1 à 5, on veut que ce soit qu'on parle du service. Le titre 6 à 10, on veut qu'on parle des avantages concurrentiels. Du 11 à 15, on veut parler du CTA, etc., etc. Donc, on va y donner des guidelines
Et ensuite, on va également pouvoir y donner le site web sur lequel on souhaite faire de la publicité, donc la landing page. On va pouvoir également y donner un petit peu plus de données sur ce qu'on souhaite advertiser, donc le produit ou le service qu'on souhaite mettre de l'avant. Puis ensuite, il va nous sortir 15 titres et 4 descriptions automatiquement. C'est sûr que ça va toujours demander une repasse humaine derrière pour s'assurer que tous les titres et toutes les descriptions soient conformes, que ça corresponde à notre marque, etc. Donc ça demande toujours une portion de vérification et validation, mais dans l'ensemble, ça vous donne vraiment déjà une base de travail qui est solide et qui va vous permettre de générer ces annonces. Et puis derrière, on a aussi, il y a plein de possibilités de créer des GPTs pour votre Google Ads. On en a plusieurs qui sont en cours de développement. On a notamment tout ce qui est études de mots-clés. Donc là, on aimerait pouvoir lui donner l'étude de mots-clés et qu'il nous les trie dans les ad groups, dans les campagnes en fonction des thématiques. Donc là, c'est des GPTs qui vont aussi vous permettre de gagner beaucoup plus de temps. Et puis, là, comme je le disais tout à l'heure, vraiment, il y a une possibilité infinie de création de GPTs qui vont vous permettre de gagner un temps non négligeable sur la création et l'optimisation de vos campagnes. Tout à fait. Donc, au-delà de ce qui se passe dans Google, c'est sûr que les outils externes sont des alliés. ChatGPT le premier, et on est là aussi probablement qu'au début. Parlant de début, c'est quoi la suite? C'est dur à prévoir. Entre le Google d'il y a 2 ans et celui d'aujourd'hui, il y a déjà eu beaucoup d'évolutions. Ça évolue aussi de plus en plus vite. Selon nous, vers quoi on va? Premièrement, on va vers un Google Ads dans lequel le choix des mots-clés finalement est de moins en moins important. À l'origine, quand Google AdWords a été créé il y a plus de 20 ans, la base de tout, c'était voici le mot-clé sur lequel j'ai envie de me positionner. C'est de moins en moins le cas, on le fait déjà plus sur les performances max. On a vu qu'avec le ciblage large, c'était de plus en plus lointain tout ça. Donc on se dirige vers un monde où les mots-clés vont être rendus de plus en plus obsolètes. Pourquoi? Parce que d'une part, on va juste guider Google, lui dire voici mon site, voici ce que je vends, quels sont les mots-clés. Et donc il va le faire pour nous de façon automatique. C'est une quasi-certitude qu'on va se diriger vers ça si c'est pas dans les prochains mois, dans les prochaines années. Deuxièmement, l'aspect mots-clés est moins important parce qu'on est de plus en plus dans l'aspect visuel. Les placements, c'est pas juste le réseau de recherche, c'est le display, c'est Google Discover, c'est YouTube, etc. Et donc, on voit qu'il y a un gros effort qui a été mis sur l'aspect visuel. D'ailleurs, maintenant, même dans les annonces sur le réseau de recherche, on commence à avoir des images qui apparaissent. Donc, ce côté visuel est presque média socialisation de Google est de plus en plus important. Ça permet de générer des visuels automatiques. Et donc, on s'attend à avoir des visuels de plus en plus facilement générés automatiquement et une forme de personnalisation illimitée grâce à l'IA. Et puis troisièmement, on parlait de data. Ce qu'on pense, c'est que l'intégration, elle va être de plus en plus renforcée avec les sites et avec les outils. Comme on l'a dit, plus les tentacules de Google ont de l'info, mieux elle se porte. Donc, il faut qu'on ait un site web qui soit au point, que Google comprenne parfaitement ce qu'on a à vendre ou ce qu'on a à proposer comme produit ou comme service pour pouvoir faire son job d'optimisation. Et puis, plus il va avoir de données, mieux il va se porter. Ça peut aller de l'ensemble de votre inventaire produit à toute votre base de clients, etc., etc. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui viennent nourrir la bête et lui permettre de travailler plus efficacement. Comment on fait pour être au point à ce niveau-là? D'une part, il faut être au point techniquement. Il faut que votre site web il soit au top. Il faut qu'il charge vite. Il faut qu'on puisse bien y naviguer. Il faut qu'il soit bien lisible sur mobile. Et il faut que votre contenu soit de qualité pour que Google comprenne ce que vous avez à proposer. Puisque finalement, de plus en plus, il va interpréter ce que vous dites sur votre site pour dépenser votre argent en publicité. Donc, c'est vraiment les 2 points les plus importants. Au niveau du contenu, il faut évidemment qu'un humain puisse le comprendre, mais aussi une machine. Et notre point de vue, c'est que, et puis il y a déjà des petites bribes d'aperçus qui sont sortis, même si ça reste des bêtas très très lointaines. Ça va être, voilà ce que j'ai envie de faire, crée-moi ma campagne, et puis il va le faire pour nous. Le deuxième point, c'est une autre grosse avis de tempête qui va arriver sur le monde du référencement probablement dans les prochains mois. C'est ce qu'on appelle la Search Generative Experience. On sait que le moteur de recherche de Google, il va évoluer très très fortement dans les prochains mois avec une nouvelle forme qui sera beaucoup plus conversationnelle, un peu comme ce qui existe aujourd'hui sur Bing. Pour l'instant, c'est difficile de savoir comment la publicité va s'intégrer là-dedans. Il y a eu quelques exemples qui ont été montrés il y a quelques mois par Google. On le voit ici sur l'écran à la droite. Mais en gros, ça va être des intégrations beaucoup plus visuelles, beaucoup plus naturellement intégrées dans une conversation. Et donc, beaucoup plus aussi basées sur le contenu. Donc, on va être sur un système d'automatisation encore plus rapide. Je pense que ça va sortir dans un futur relativement proche. Je pense aussi que c'est un énorme
mouvement pour Google qui fait la grande majorité de son argent sur son moteur de recherche et qui veut donc être sûr d'avoir fait les bons tests pour ne pas laisser trop de pubs ou plutôt maximiser encore ses profits avec l'arrivée de ce nouveau système-là. Mais il y a fort à parier que ça va arriver très très vite. Donc voilà un petit peu sur ce sur quoi on parie pour le futur, même si aujourd'hui on n'y est pas encore, c'est un futur qui est assez proche. Donc pour conclure, comment on fait évoluer en tant qu'humain nos méthodes de travail pour suivre ce mouvement-là? On a beaucoup parlé de données, on adapte une mentalité axée là-dessus, dans la planification, dans l'exécution. Deuxièmement, on oublie les comptes méga complexes ou la sursegmentation, on simplifie les structures et on laisse ensuite l'outil faire son travail. Et troisièmement, il y a beaucoup de choses, beaucoup de nouveautés qui sortent tout le temps. Il faut rester alerte dessus, il faut les tester. Pas non plus avoir une confiance aveugle dans tout ce qui se passe au niveau de l'IA. Il y a des choses qu'on recommande, des choses qu'on ne recommande pas. Ce qu'on recommande toujours, c'est de tester, d'être patient et puis ensuite de trier le bon grain de livret et garder uniquement ce qui est performant. Donc voilà un petit peu qui fait le tour. Je vois qu'il est 56, donc on a encore un petit peu de temps pour passer sur la conclusion et sur le quiz. On va passer aux questions et puis on a aussi un petit partage d'informations à vous faire sur notre volet intelligence artificielle. Avant ça, merci beaucoup Marek d'être venu avec nous. Et puis une façon de nous remercier d'avoir créé ce contenu et puis de vous le partager gratuitement. Et puis si ça vous avait intéressé et si le cœur vous en dit, vous pouvez aller laisser un petit avis sur le Google My Business de Digitad. C'est toujours très très important dans une optique notamment de réputation, mais aussi de référencement pour Google. Donc ça nous ferait très plaisir si vous pouviez aller laisser un avis en cliquant. Sans plus attendre, petit cadeau, petite annonce cadeau avant de basculer sur vos questions. Et je vois Maëlle qui arrive dans la conversation. Maëlle, elle est très très impliquée dans notre compagnie d'IA qui s'appelle Genia et elle voulait vous partager quelque chose qui pourrait vous être fort utile, notamment pour Google Ads, mais aussi de façon plus générale. Hello tout le monde, merci Clément. Oui, donc comme vous avez peut-être pu le remarquer sur une des premières slides, Genia, c'est une des agences du collectif intégral et notre spécialité à nous, c'est l'IA générative et la productivité. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va aider et accompagner les PME, mais aussi les TPE dans leur adoption d'outils d'IA générative comme ChatGPT, Midjourney, Copilot ou encore Duet. Mais surtout, on s'assure que cette adoption elle se fasse de manière sécuritaire et responsable. Donc, notre mission, c'est de vous faire gagner finalement jusqu'à 2 heures par jour en adoptant les bons outils d'IA générative. Vous en avez vu, je pense, quelques exemples avec Marek et Clément aujourd'hui. Et on a développé pas mal de choses, dont des ressources éducatives. Et on a pris la décision de rassembler tout ça dans un même espace et de le rendre disponible au grand public. Cette ressource, elle s'appelle la Genia Box et on a décidé de vous donner accès à la Genia Box en avant-première, ou en tout cas du moins un échantillon de ce que la Genia Box va être à son lancement en avril. Et si Clément, tu pouvais cliquer sur Genia Box, on va pouvoir vous montrer, sur la slide d'avant sur Genia Box, tu devrais pouvoir trouver le lien vers le Notion. Et donc là, on va pouvoir vous montrer à quoi ça va ressembler. Voilà. Donc, dans cette Genia Box, vous allez pouvoir retrouver notamment une bibliothèque de prompts avec, on a fait une sélection de 40 prompts dans la Genia Box réelle, là, pas dans l'échantillon, vous allez en avoir beaucoup plus que ça. On a mis ceux qu'on trouvait les plus pertinents en avant-première. Et aussi, si tu descends un tout petit peu, Clément, vous allez pouvoir retrouver les fameux GPTs. Donc, c'est des agents qu'on a créés et qui vous permettent de réaliser des tâches spécifique, comme on a vu, je pense que chez vous, il s'appelle Léandre, celui qui est spécialisé sur Google Ads. Moi, mon préféré, c'est Jenny, qui est spécialisée en Midjourney, qui permet de créer des prompts Midjourney absolument incroyables. Donc, voilà, on vous donne accès à tout ça. Ça va être publié en avril. Et si vous voulez vous inscrire sur la liste d'attente pour pouvoir accéder à tout ça en premium, eh ben, vous pouvez utiliser le petit formulaire que vous voyez là à l'écran en indiquant votre adresse courriel et bonne nouvelle, ça va vous permettre aussi de bénéficier d'un 20% de rabais sur l'abonnement mensuel. Donc, je vais laisser Juliette vous partager le lien vers cette page et si vous voulez vous inscrire. C'est déjà fait. Ah bah super. Parfait. Merci beaucoup. Merci Maëlle et je pense que ça valait le coup de cliquer sur ce lien parce que vous allez voir que c'est quand même une sacrée mine d'or en termes de ressources. Il nous reste 2 choses à faire, répondre à vos questions et puis passer sur le quiz de fin pour voir qui sera l'heureux gagnant de la formation. Il y a eu des questions assez populaires, on va avoir le temps, on va essayer de prendre 5 minutes pour y répondre et puis ensuite on basculera au quiz. La question la plus populaire, c'est une question de Christine qui dit « Dans plusieurs organisations publiques, le suivi des conversions
n'est pas permis. Nous ne pouvons pas permettre à Google d'accéder à ces données. Qu'est-ce que vous conseillez alors comme type de campagne et type de ciblage par mots-clés? Je vais commencer à répondre et puis je te laisserai, Marek, nous compléter si tu le souhaites. Mon point de vue là-dessus, c'est, je comprends évidemment qu'il y a plein de cas sur lesquels on ne veut pas donner accès aux données à Google. Dans ce cas, dites-vous que si on laisse le pouvoir à l'algorithme de prendre des décisions sur la façon de dépenser votre argent, mais sans qu'il ait aucune idée de ce qui se passe en termes de conversion, les chances qu'il le dépense n'importe comment sont extrêmement importantes en fait. Donc ma recommandation là-dessus, ça va être de vous tenir le plus loin possible, grosso modo, de l'IA, et puis de rester sur autant que c'est possible sur l'aspect manuel des choses. Qu'est-ce que ça veut dire l'aspect manuel? Ça veut dire, notamment dans la façon d'acheter vos mots-clés, achetez-les uniquement en exact ou en expression exacte. Parce que si vous achetez vos mots-clés en large, vous allez lui donner une marge de manœuvre beaucoup trop importante. Et puis, il va potentiellement dépenser n'importe comment. C'est un peu la même chose. Je ferai attention sur les campagnes Performance Max, puisque là-dessus, on donne le pouvoir à Google de nous positionner sur les mots-clés de notre choix. Mais s'il n'a pas d'idée de ce qui se passe sur le site, il peut là aussi brûler notre argent très, très vite. Et puis, idem pour les stratégies d'enchères intelligentes. Je resterai sur un ciblage manuel en maîtrisant mon coût par clic et en disant, je suis prêt à payer X dollars ou X sous par clic sur tel mot-clé. Et voilà. Donc, dans le cas où il n'y a pas de conversion, ma recommandation, ce serait vraiment de gérer Google Ads entre guillemets à l'ancienne, le plus manuellement possible, pour garder le contrôle, puisque l'IA sera perdue, elle n'aura pas de données, et elle risque très honnêtement de brûler votre budget. Donc j'espère que j'ai bien répondu à la question. Je ne sais pas si Marek, tu voulais rajouter quelque chose? Moi, je pense que tu as fait pas mal le tour. Je ferai la même stratégie. Par contre, je vais prendre la suivante. Pour un organisme qui ne vend pas de produits, considérez-vous aussi essentiel de traquer? C'est sûr que ça dépend de deux choses. Est-ce que c'est un organisme qui fait du service et vous avez des formulaires de contact? Dans ce cas-là, oui, c'est nécessaire de traquer et vous avez des conversions, c'est juste pas des personnes qui achètent quoi que ce soit. Et il y a la deuxième possibilité où vous avez un site vitrine. Par exemple, vous êtes une marque dans la grande consommation et vous n'avez pas forcément des conversions comme des formulaires de contact, des appels, et votre objectif, c'est plus de la visibilité. Je pense notamment à des marques comme Danone, etc. L'idée ici, c'est d'aller chercher des conversions qui sont différentes. Donc, par exemple, ce qu'on pourrait mettre en place, c'est plutôt d'aller chercher des conversions qu'on avait appelées soft conversion, c'est-à-dire des durées sur le site internet, des pages consultées. Une personne qui vient sur votre site internet et qui consulte 3 ou 4 pages, c'est une personne qui va passer du temps de qualité sur votre site internet. Et ces éléments-là, vous pouvez les remonter dans Google et optimiser vos campagnes pour aller chercher des personnes qui vont passer un certain temps sur votre site internet. Si par exemple, vous mettez en avant des recettes, vous pourriez aussi mettre comme action de conversion le scroll. La personne qui scrolle 90% de votre page, c'est une personne qui a lu votre recette au complet, donc ça pourrait être une conversion. Et puis, vous allez pouvoir optimiser la diffusion de vos annonces sur ces conversions-là. Et puis, dans une optique où on s'en va de plus en plus vers l'intelligence artificielle et l'optimisation des campagnes sur vos éléments de conversion, ça va être important de les intégrer directement dans vos campagnes. Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Et puis après, il faut se poser la question aussi, si vous vendez pas de produits, est-ce que ça vaut la peine d'investir du budget sur Google? Peut-être que la réponse ou la raison pour laquelle vous le faites, c'est que vous avez un compte Google AdGrants, donc qui est pour les OBNL, qui est cette fameuse bourse de 10 000 $ fictifs à dépenser chaque mois, ce qui fait une merveilleuse transition pour la question de Camille. Est-ce que toutes les options sont disponibles pour les comptes AdGrants? Les comptes AdGrants, ils sont gratuits, mais ils ont des limites dans le sens où ils vont permettre de se positionner uniquement dans les réponses sur le résultat de recherche. Donc, on ne va pas pouvoir faire de performance max, de YouTube, de display, etc., etc. Par contre, toutes les autres choses qu'on a présentées, que ce soit d'un point de vue collecte de données, tracking, RSA, ciblage par mots-clés, etc., existent. Donc, c'est juste qu'on est dans le précarré des résultats de recherche. Mais toutes les autres recos qu'on a donnés sont absolument valides ici aussi. Et on recommande vivement, même pour une OBNL, de mesurer les conversions parce que c'est un des critères qui est pris en compte pour Google pour bien vous diffuser. Et puis, une dernière question, on va prendre les deux qui restent, celle de Pamela et celle de Célia. Je vais prendre celle de Pamela, puis je te laisserai celle de Célia, Marek. Pour installer Google Tag, est-ce qu'il faut savoir coder? Est-ce que c'est facile? Est-ce qu'il faut le faire sur toutes les pages du site? Alors oui, il faut le faire sur toutes les pages du site, parce que c'est important de donner la vue à Google sur l'ensemble de votre site. Et puis, si quelqu'un va d'une page à une autre et revient, il faut qu'on ne le perde pas en route. Est-ce qu'il faut savoir coder? Pas nécessairement, ça demande des petites compétences techniques. Après, ça dépend vraiment du CMS que vous utilisez. Par exemple, sur Shopify, c'est extrêmement simple d'utiliser la balise. Vous avez juste à mettre votre identifiant de compte. Sur WordPress, c'est assez simple aussi. Donc, je dirais que
de façon générale, c'est pas très très compliqué et que de plus en plus les éditeurs de sites web essaient de faire en sorte que ce soit simplifié. Donc globalement, à moins que ce soit sur un site très personnalisé, vous ne devriez pas avoir de problème. Et puis la dernière question avant de passer au quiz, la stratégie pour les mots-clés sur les fautes d'orthographe. Yes, ici, quel que soit le type de correspondance que vous choisissez, en fait, Google va, dans tous les cas, prendre votre mot-clé que vous avez acheté et ses variantes proches. On dit variante proche, c'est faute d'orthographe, c'est pluriel, singulier, etc. Donc là, si par exemple vous achetez le mot-clé la fusée et que l'utilisateur tape la fusée sans l'accent aigu, par exemple, votre annonce sera aussi diffusée, quel que soit le type de correspondance que vous avez choisi. Donc vous allez de toute façon couvrir les fautes d'orthographe. Et puis voilà. Donc, globalement, ça ressemble à ça. C'est ça. Donc déjà, ça fait très longtemps maintenant que les fautes d'orthographe sont en fait déjà prises en compte par Google, qui comprend très bien ça. Et aucune inquiétude, vous n'avez pas du tout besoin d'acheter vos mots-clés avec les accents, les pluriels, les masculins, les féminins, les fautes et tout. Il le comprend, il vous positionnera quand même. Merci beaucoup, Marek. Merci beaucoup pour le temps que tu as passé avec nous et puis de nous avoir partagé ta grande expertise du sujet. C'était vraiment super apprécié. Puis j'ai passé un bon moment de Saint-Valentin en ta compagnie. Je vous invite à vous connecter sur le kahoot.it et à rentrer le code PIN suivant. On va se lancer dans le quiz. Et puis pendant que tout le monde arrive, j'en profite pour saluer notre collègue de la fusée Juliette donc c'est le dernier jour demain après 3 ans chez nous et puis qui a géré de main de maître notamment ces webinaires. Donc merci beaucoup Juliette pour toute ton aventure chez nous et puis on est triste que tu partes, mais on est très très heureux que tu partes dans des aventures qui t'enthousiasment et qui te rendent heureuse. C'était le petit message personnel. Je vois que vous arrivez en masse dans le Kahoot. On va encore vous attendre pendant une petite minute. Et puis, on va commencer le quiz dans la foulée. Allez, on va attendre encore quelques petites secondes et puis on va pouvoir commencer. Donc, petit rappel sur Kahoot, évidemment, vous allez avoir une question, vous allez avoir 4 propositions. Il faut répondre il faut répondre juste, premièrement, mais surtout, il faut répondre le plus rapidement possible puisque la rapidité est prise en compte dans le calcul des points. Allez, on est 62 participants. Ça va être très serré, je pense, et on va démarrer tout de suite. C'est corsé, je vous préviens. J'espère que vous avez été attentifs. Corsé, pas si corsé, mais si vous n'avez pas été attentif, ça peut être compliqué. On y va avec la première question, qui est la suivante. Laquelle de ces listes est la plus pertinente si on utilise la fonctionnalité de ciblage par liste que Google propose? On en a parlé au tout début dans les fondations. Est-ce que c'est votre liste d'abonnés à votre infolette, votre liste de clients, votre liste de visiteurs de site web ou votre liste de fans Facebook? Laquelle est la plus pertinente et la plus prioritaire à importer pour bien nourrir l'algorithme? Les réponses arrivent à toute vitesse. Et la bonne réponse, c'était la liste de clients, effectivement. Pourquoi? Parce que plus on va donner une liste qui est proche de l'objectif, plus Google va prendre des infos qui sont sur des gens qui sont effectivement nos clients. Donc, ça aura plus de pertinence de prendre la liste de clients que des listes de gens un petit peu moins engagés avec votre entreprise. Bravo aux 46 personnes qui ont bien répondu. On va voir qui a été le plus vif. Visiblement, c'est Camluc devant Mig et Jessica. On continue avec la question 2. Combien de conversions mensuelles est-il recommandé d'avoir avant d'activer une stratégie d'enchère intelligente? Encore une fois, ce n'est pas une vérité absolue, mais c'est la recommandation que donne Google. Est-ce que c'est 10 par mois, 30 par mois, 100 par mois ou 1000 par mois? C'est Marek qui vous a donné ça il y a à peu près 40 minutes. Ça a répondu vite, vous êtes inspiré, visiblement. Encore 2 secondes pour les retardataires. Bon, bravo. Effectivement, c'était 30 par mois, 58 bonnes réponses. Ça, les stratégies intelligentes n'ont aucun secret pour vous, et en tout cas pas pour Camluc et Jessica, qui gardent la tête, et Valou qui monte sur le podium. On continue avec la 3e question. Parmi ces façons de saisir un mot-clé, laquelle permettra le ciblage le plus précis? Donc, laquelle sera le plus proche du mot-clé en question? Est-ce que c'est formation Google Ads entre crochets, entre guillemets, avec des plus devant chaque mot, ou bien sans rien? Lequel va permettre le ciblage par mot-clé le plus précis? Là aussi, Marek vous a expliqué ça
de façon très pédagogique tout à l'heure. Et vous avez globalement été attentif. C'est entre crochets. Entre crochets, c'est le mot-clé exact. Donc, si j'achète magasin de meubles et que je le mets entre crochets, je vais être que sur des requêtes, soit magasin de meubles en tant que tel, soit des requêtes extrêmement proches du mot-clé. Les guillemets vont être un petit peu plus larges. Le plus n'existe plus. C'était quelque chose qui existait dans le passé. Et le sans rien va être encore plus large. Donc, la bonne réponse, c'était la réponse A. Et ça n'a pas fait peur à Eric qui prend la tête devant Cam avec un petit point de retard. C'est extrêmement serré, ça va se jouer au centième tout ça. On continue avec une question aux réponses multiples. Lequel de ces placements sont accessibles via les campagnes Demon Gen? C'est cette nouvelle campagne qui est apparue l'année dernière qui permet d'être sur pas mal d'inventaires. Est-ce qu'on peut aller sur YouTube Shorts? Est-ce qu'on peut aller sur Gmail, sur Discover, sur Google Maps? Je rappelle que 3 réponses sont attendues ici pour les campagnes Demon Gen. On va voir ce que ça a donné à ce niveau-là. C'était YouTube Short, Gmail et Discover. Google Maps n'est pas inclus, ne fait pas partie de l'inventaire qui est accessible via les Demon Gen. On peut y aller avec les Performance Max, on peut y aller avec le Search éventuellement, mais pas avec ce type de campagne spécifique-là. C'est vraiment sur l'inventaire de YouTube, de Gmail et de Google Discover. Est-ce que ça rebat les cartes? Oui, Caro prend la tête devant Cam et Oussama. Ça va se jouer sur la dernière question pour savoir qui est le gagnant. Combien de titres et de descriptions peut-on intégrer manuellement dans des annonces RSA sur Google? Là aussi, Marek vous l'a martelé tout à l'heure. Est-ce que c'est un titre et une description, 2 titres et 3 descriptions, 5 titres et 15 descriptions, ou bien est-ce que ça y est, tout est automatisé et Google fait le travail pour nous? Donc, on a juste à donner un lien et il fait le travail de façon complètement automatique. Réponse dans 4 secondes et dévoilement du nom du gagnant à venir. La bonne réponse, c'était 5 titres et 15 descriptions. Et puis, je profite pour rappeler c'est pas obligatoire, mais qu'on vous recommande vivement de toujours tous les remplir. On va voir finalement qui a remporté ce concours. Oussama finit 3e. Bravo à toi. En 2e position, on a Hugo et le ou la grande gagnante du jour sous le spotlight, c'est Caro. Bravo Caro, 4910 points. Tu triomphes et puis tu remportes une formation La Fusée. Donc, félicitations à toi. Et puis, tu peux nous donner ton courriel. Tu peux écrire à juliette@commerciallafusée.ca avec ton adresse courriel. On va te contacter pour que tu puisses récupérer ton lot. Voilà qui clôture ce webinaire. Encore une fois, merci beaucoup Marek d'avoir passé 12 heures et 12 minutes avec nous. Puis, merci beaucoup. À nous contacter si besoin d'informations. Comme d'habitude, toujours un bon moment avec vous. Et puis, je vous rappelle qu'on a un webinaire sur Copilot qui s'en vient le mois prochain. Donc, n'hésitez pas à aller sur notre site web si vous voulez vous inscrire directement. Et puis, qu'on se retrouve dans un mois. Encore merci, Marek. Merci à toi. Passez une belle journée, tout le monde. Au revoir.